Dans le cadre de cette décomposition de type LU, on a tout intérêt de prendre en compte la structure particulière de la matrice A. Et en particulier, si la matrice est symétrique définie positive, on peut utiliser ce qu'on appelle la factorisation de Cholesky. En fait, une matrice symétrique A, elle est définie positive si xt ax est positif, c'est-à-dire x scalaire ax, d'accord, le vecteur x scalaire ax, s'il est positif, c'est-à-dire si ax est globalement dans la même direction que x, eh bien, et qu'on a affaire à une matrice symétrique, on dit qu'elle est définie positive. D'accord? Et ça doit être le cas pour tout x différent de 0. Donc ça implique que la matrice est régulière déjà. Et si c'est le cas, si A est défini positive, alors la factorisation A égale LDU, elle existe, et les éléments de la diagonale D sont positifs. Et en plus, on peut créer une autre forme de factorisation du type A égale GGT, d'accord, G transposé de G, avec G une matrice triangulaire inférieure dont tous les éléments diagonaux sont positifs. Et c'est cette factorisation-là qu'on appelle factorisation de Cholesky. D'accord? C'est une factorisation qui est unique si effectivement les éléments diagonaux de G sont bien positifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de former cette matrice triangulaire inférieure par identification avec la matrice A. On va écrire que AIJ, c'est égal à la somme d'après le produit euh, usuel des matrices, c'est égal à la somme de k égale 1 à n, des GIK, GKJ transposés, là, donc les coefficients de GT. Prendre la transposée de G, en ce qui concerne les coefficients, c'est comme si on permute les indices. Donc, on peut réécrire ça GJK, d'accord, c'est ce qu'on a fait ici. Et puis on ne va pas s'intéresser à tous les éléments de A, parce qu'en fait cette matrice, elle est symétrique, d'accord, par hypothèse, et donc on va juste se placer dans le cas où J est inférieur ou égal à I, d'accord, c'est-à-dire l'indice de colonne est inférieur à l'indice de ligne. Donc on se place dans la partie inférieure, dans la partie à gauche de la diagonale de A. Donc on a cette somme à réaliser. Et ce qu'on voit, c'est que si K est plus grand que I ou plus grand que J, eh ben, on va commencer à être à droite de la diagonale. D'accord? L'indice de colonne va être plus grand que l'indice de ligne. Et comme on se place dans le cas où J est inférieur à I, en fait, cette somme, elle sera une somme sur des termes nuls au-delà de K égale J. D'accord? Donc on peut simplement la réaliser jusqu'à J. Au-delà, tous les termes de cette série sont nuls. D'accord, donc là l'astuce en fait c'est de sortir le dernier terme, le terme en k égale j de cette série, et ça nous donne cette somme voilà d'une série plus ce terme-là. Euh, donc voilà, donc on peut isoler ce terme-là en disant que c'est aij moins cette somme-là, ok? Et tout ça, on va dire que c'est la composante d'un vecteur v qu'on va appeler vi. Alors vous pourrez constater que il y a des indices J ici. Alors pourquoi on les a oubliés là? Bah, c'est effectivement parce qu'en fait on va procéder colonne par colonne et qu'à chaque colonne on va redéfinir un vecteur V d'une certaine manière, une composante VI ici. D'abord on va remarquer que VJ égale GJJ au carré, d'accord? Si si je change mon I en J là, je vais bien avoir du GJJ au carré. Et du coup, on peut réécrire GIJ comme ça, ce sera égal à VI sur racine de VJ. D'accord? Et comme je disais, on va procéder colonne par colonne. D'accord? Euh, et pourquoi ça? Ben parce que on voit ici que quand on doit effectuer cette somme, euh, on va juste avoir l'indice de colonne ici qui va intervenir le, dans GIK et GJK. Et on a besoin de connaître donc les coefficients de la colonne 1 à la colonne J-1. D'accord? Donc ça veut dire que nous,
pour une colonne J donnée, on a besoin de toutes les colonnes à gauche. Donc si on la remplit colonne à colonne après colonne, cette matrice, en partant de la colonne 1, eh ben, on va avoir juste besoin des colonnes qui sont à gauche, et donc on aura déjà calculé ces valeurs-là, et on pourra y avoir accès. Donc là, c'est ce qu'on fait. On va remplir la matrice G colonne à colonne. Euh, donc ça va utiliser sur une même ligne, hein, dans une colonne, on remplit ligne par ligne, quoi. Ça va utiliser les J-1 coefficients de la même ligne. Et la première colonne qu'on va remplir, bah, ce sera la colonne 1. Et on va commencer par G11, qui sera égal à racine de A11. D'accord, on le voit ici, là. Et ensuite, G21, ce sera égal à A21 sur G11, et puis, etc. Ensuite, eh ben, on va calculer, effectivement, comme je le disais, colonne à colonne, en utilisant tous les coefficients d'une ligne donnée. En fait, le nombre d'opérations qu'on aura effectuées, ici, il ne sera plus en 2/3 de n cube, comme avec la méthode de Kraut, il sera qu'en euh, n cube sur 3, d'accord, en 1/3 de n cube. Donc on aura amélioré d'un facteur 2 euh, donc le nombre d'opérations effectuées par rapport à la méthode de Kraut. Et c'est pas tellement surprenant dans la mesure où notre matrice, elle est plus factorisée en L et U avec L et U qui sont différentes, complètement différentes. Elle est factorisée en G, GT avec GT qui est juste la transposée donc de G, hein. Donc une fois qu'on a G, on a GT. Donc on peut juste calculer G et obtenir GT après. Et c'est pour ça qu'en fait on a un facteur 2, on gagne un facteur 2 par rapport à la méthode de Kraut. D'accord? Parce qu'on a besoin de connaître 2 fois moins de termes d'une certaine manière. Donc et après, on l'utilise exactement de la même manière que pour la méthode LU. D'accord? On va résoudre le système en 2 étapes, en résolvant d'abord GY égale B. D'accord? On trouve Y, et ensuite on effectue GTX égale Y. On voit bien que si on remplace Y par GTX, là, on aura le système GGTX égale B. Et comme A égale GGT, ce sera AX égale B, et on aura trouvé X.